à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info au sommaire de ce mercredi 13 mars. J-4 avant les élections communales, tout doit être préparé en amont pour assurer le jour J. Nous avons assisté aux répétitions. Retour sur la 5e rencontre de la santé mentale organisée par l'association d'Amorepsy. Le quartier des Fleurs va connaître un projet de rénovation de ses réseaux publics. Nous vous proposerons de faire le point sur ses futurs travaux. Et à la fin de cette édition, nous nous rendrons dans les nouveaux locaux du centre de transfusion sanguine pour notre séquence L'invité de la semaine avec le docteur Anne Gouverneur. Et nous ouvrons donc ce journal avec ce compte à rebours pour les agents de la mairie, J-4 avant les élections communales. Les électeurs de la principauté sont appelés aux urnes ce dimanche. Une répétition a eu lieu mardi à l'espace Léo Ferré. Les explications de Vanessa Dessy. Dimanche 17 mars, près de 7000 électeurs sont appelés à voter. Un seul bureau sera ouvert à l'espace Léo Ferré de 8h à 19h. Pour voter, il faut obligatoirement présenter une pièce d'identité ou passeport en cours de validité et la carte d'électeur dûment signée. La police municipale donc, va regarder sa carte d'identité ou son passeport s'il est bien en cours de validité et également donc, la carte d'électeur et sa carte de procuration si elle a une procuration. Après, donc, la police municipale va lui donner une enveloppe dans laquelle elle mettra soit un bulletin qui a été donné auparavant, soit par les candidats à la liste, soit qui on a reçu à la maison, mais également des bulletins seront mis à disposition dans la salle. Une fois qu'il a donc, le bulletin et l'enveloppe, il passe d'abord par l'isoloir, où là donc, il fait son choix et il va se diriger vers les tables d'émargement au nombre de 8. Et le numéro de la table se trouve sur la carte de l'électeur, donc automatiquement il sait vers quelle table il doit se diriger pour aller signer le cahier d'émargement. Une fois donc qu'il a signé le cahier d'émargement, il va vers l'urne pour mettre son enveloppe dans l'urne et donc valider son vote. Si votre carte d'identité est périmée, la demande de renouvellement est autorisée jusqu'à vendredi. Par contre, il faut savoir que le jour J, aucune carte ne sera faite. Par contre, pourra être délivrée. Donc si le vendredi, vous avez vraiment dans l'urgence, vous êtes aperçu que votre carte d'identité est périmée, vous pouvez encore aller vendredi et la carte sera délivrée le jour J. Sachez que les bonnes pratiques seront rappelées dans l'isoloir, à savoir un seul bulletin inséré dans l'enveloppe. Et si vous souhaitez écarter un candidat, il suffit de barrer son nom sur la liste. Et sachez que ce jeudi aura lieu la soirée électorale de la liste évolution communale à la salle Gaston Médecin. À cette occasion, la gratuité du stationnement sera consentie au parking du Stade Louis II, tout comme l'accès au bus de la Principauté de 18h30 à minuit sur présentation d'une pièce d'identité monégasque. Notez que le dimanche jour des élections, le stationnement au parking du centre commercial de Fontvieille et les bus sur présentation toujours de la carte d'identité monégasque seront également gratuits. Au chapitre santé, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé Didier Gamerdinger et le président du Conseil national Stéphane Valéry ont assisté lundi à la 5e rencontre de la santé mentale organisée par l'association d'Amorepsy. L'occasion également de faire un point sur l'e-santé, un reportage de Christine Datomel. La recherche en soins en psychiatrie continue de se développer malgré un contexte pouvant s'avérer parfois difficile. Un dynamisme affirmé ces dernières années est soutenu à Monaco par le monde médical bien sûr, mais aussi par l'association d'Amorepsy qui œuvre au quotidien pour apporter un meilleur bien-être aux malades. Et avec l'arrivée prochainement en principauté de l'e-santé, les personnes souffrantes pourraient bénéficier de cette révolution numérique. La e-santé permet de pouvoir offrir aux personnes en souffrance psychique des objets connectés qui leur permet donc d'être plus près des soins. Je m'explique. Une personne qui habite à Monaco et qui n'est pas très en forme aujourd'hui et ne veut pas aller aux consultations du CHPG ou de l'UPPM. La difficulté, c'est que nos équipes ne peuvent toujours pas aller à leur domicile, donc
une téléconsultation serait vraiment très favorable. Par exemple, ils pourraient regarder le pilulier, voir s'ils prennent bien des traitements, des médicaments. Donc ça, c'est qu'une partie de la e-santé mentale. Mais je crois que vraiment notre association est là pour faire avancer les choses. Lors de cette conférence au Théâtre des Variétés, les avantages de l'e-santé ont bien sûr longuement été démontrés, mais cet événement était aussi l'occasion de présenter le livre de Karine Lator. Souffrant de schizophrénie, la jeune femme a livré son dur combat contre la maladie dans un ouvrage intitulé « La force de vaincre ». C'est un livre authentique, sensible et très émouvant, où il y a des anecdotes, où je parle de mes sœurs, où je parle de mes parents, où je parle de la maladie, la bipolarité, la schizophrénie, la dépression, tout ça. Donc c'est intéressant au niveau de ce que j'ai vécu qui a été difficile pour moi et je l'ai ressenti comme cela. J'ai voulu effectivement écrire un livre inédit sur Monaco et le faire partager à tous ceux qui souffrent de la maladie mentale. Un livre écrit avec sincérité où la rage de vaincre la maladie est plus forte que les mots, une force de vivre où l'amour se mêle à l'espoir. Et lorsque vous achetez le livre de Karine Lator, eh bien sachez qu'une partie des fonds récoltés est reversée à l'association d'Amorpsy, un ouvrage que vous pouvez retrouver sur le site www.librairienumériquemonaco.com. Retour à présent sur ce point presse organisé du côté de Fontvieille. Il portait sur le projet de rénovation des réseaux publics du quartier des Fleurs. En quoi consiste cette rénovation? Quelles sont les entités impliquées? Plus de précisions dans ce reportage d'Émilie Rousseau et d'Alexandra Paolini. C'est un quartier en périphérie de Monaco, un quartier dense qui va être au cœur de travaux de rénovation et d'amélioration des réseaux. Le quartier des Fleurs va dans quelques jours faire l'objet d'un chantier. Sont concernés l'avenue Saint-Michel, la rue des Lauriers, la rue des Roses et la rue des Géraniums. Les concessionnaires acteurs dans ces travaux ont présenté les différentes phases de ce chantier qui perturbera très peu la vie des riverains. L'accès piéton sera inchangé. Une circulation alternée sera mise en place pour les véhicules. Concrètement, les travaux seront souterrains. Monaco Télécom y déploiera notamment son réseau fibre. À Monaco, on a commencé à déployer un réseau pour le futur, c'est-à-dire un réseau fibre qui va arriver chez chaque résident, dans chaque immeuble, dans chaque bureau à Monaco. Et ça, c'est un déploiement qui a commencé il y a déjà un an et qui va se poursuivre tout au long des prochaines années jusqu'en 2023 pour en fait créer le réseau qui sera le réseau des monégasques jusque dans les 30 prochaines années. La direction de l'aménagement urbain est également impliquée dans ces travaux de rénovation et d'amélioration. Au niveau assainissement, sur le quartier, globalement, les réseaux sont en bon état. Il y a 2 endroits où on a des vieux réseaux qui datent des années 1940 et 1950. C'est au niveau de la rue des Roses et au tout début de l'avenue Saint-Michel. Donc dans ces travaux de la première phase, on fera un petit bout de la rue des Roses et le haut de l'avenue Saint-Michel. On remplacera les réseaux existants par des réseaux un peu plus gros et avec des matériaux beaucoup plus modernes. Concernant la Société monégasque des eaux, il s'agit de renouveler le réseau pour améliorer le confort des abonnés et garantir une meilleure distribution. On va en profiter pour faire quelques petites améliorations, notamment un renforcement d'un diamètre 100 à 150 pour améliorer la desserte des abonnés et notamment du Millefiori, qui est le gros immeuble du quartier. Et puis renouveler préventivement quelques branchements d'abonnés particuliers de manière à éviter d'éventuelles fuites une fois que toutes les rues seront refaites évidemment. Dernière chose, on va également intervenir sur quelques branchements qu'on appelle d'appareils publics, donc des bornes d'arrosage et des bornes incendie qui elles sont plus importantes puisqu'elles garantissent aux pompiers d'avoir un accès à l'eau en quantité suffisante en cas de sinistre type incendie. Les travaux débuteront le 25 mars prochain pour une durée de 26 semaines. Ils seront répartis sur une dizaine de phases. Plus d'informations sur le site internet le www.infochantier.mc. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images. L'académie de West Point est une académie militaire d'enseignement supérieur dans l'État de New York. Il s'agit même de l'une des plus prestigieuses des États-Unis.
Dans le cadre de leur programme, vous le voyez, plusieurs des cadets de West Point étaient en début de semaine sur le sol monégasque. Ils ont été reçus au Palais Princier afin de découvrir différents lieux, y compris la fameuse citerne. Tous ont pu ensuite rencontrer le chef d'État monégasque, le prince Albert II. Monaco évolue de plus en plus et multiplie les innovations afin de devenir une Smart City. Place donc depuis un bon moment à la transition numérique, mais cette transition numérique peut aussi s'accompagner d'une transition énergétique. Les nouvelles technologies peuvent servir l'avenir de la planète dans des domaines aussi divers que celui de l'automobile ou celui de la construction. L'objectif est de servir au mieux les usagers. Le 12 mars avait lieu la première collecte de sang dans les nouveaux locaux du Centre de transfusion sanguine, le CTS, une collecte qui était destinée aux professionnels du CHPG, des professionnels qui n'ont pas hésité à venir nombreux au fil des heures pour donner leur sang. Didier Gamerdinger et Stéphane Valéry étaient aussi présents. Nous allons justement rejoindre notre invité de la semaine. Il s'agit du docteur Anne Gouverner, le directeur du Centre de transfusion sanguine. Suivez-moi. Bonjour docteur. Bonjour. Nous venons de voir les premières images de cette toute première collecte de sang dans ces nouveaux locaux ici au centre de transfusion sanguine que vous dirigez. Comment est-ce que ça s'est passé déjà? Comment est-ce que vous avez accueilli ces nouveaux locaux? Vous êtes ravis, j'imagine? Ah oui, nous sommes ravis. Je pense que toute l'équipe, à la fois du centre de transfusion et de l'hôpital, sont absolument ravis. Je pense que c'est une très très belle réussite. Je ne sais pas si vous vous souveniez de nos locaux précédents, qui étaient effectivement fort anciens, qui dataient, je crois, vraiment de la création de l'hôpital. Ils étaient sombres et donc on voulait absolument quelque chose d'excessivement lumineux. On voulait également qu'il y ait une rupture avec l'univers hospitalier parce que nous recevons des donneurs de sang, nous ne recevons pas des patients. Donc nous souhaitions avoir une atmosphère un peu zen. Comme j'aime énormément le Japon, vous avez pu voir effectivement qu'il y a effectivement quelque chose au moins d'asiatique. Voilà, c'était quelque chose, on souhaitait une harmonie de couleurs. Je pense que l'aspect esthétique d'un site de prélèvement est quelque chose qui est très très important. Voilà. On le voit, donc vous parliez de séparation avec l'hôpital, c'est au sein du centre hospitalier. Mais pour un peu situer pour les gens, peut-être pour que ce soit plus facile, oui. Quand on est face à l'accueil, on descend au -1, c'est ça? Tout voilà, simplement, on n'est pas obligé de rentrer tout à fait. Dans le bâtiment à proprement parler. Absolument, oui. Là, on trouve voilà. Une salle emplie de lumière. Une salle emplie de lumière et en plus, même si nous n'avons pas de lumière, nous avons effectivement des puits artificiels de lumière et ça c'est important aussi, oui. C'est important de faire appel à la générosité des gens. Vous avez besoin de donneurs. Oui. Je sais que vous faites appel à la France. Oui. Vous leur commandez beaucoup de poches. Oui. Dans quelle mesure, quelle fréquence, quels sont les chiffres? Alors, nous avons besoin d'environ 5000 unités de produits sanguins pour satisfaire les besoins des 3 établissements de santé de la Principauté. Nous sommes obligés d'acheter à la France environ 65% des produits que nous distribuons aux patients de la Principauté. C'est normal, hein, je veux dire, l'activité des centres hospitaliers Princesse Grace et du centre cardio-thoracique est quand même une grosse activité. Donc de toute façon, la Principauté ne pourra jamais prétendre à être indépendante parce que, je veux dire, il y a un ratio effectivement qui n'est pas comparable par rapport à la population. Et déjà là, nous avons effectivement une population non seulement des résidents monégasques, des monégasques eux-mêmes, également de toutes les personnes qui viennent travailler, effectivement des communes limitrophes, qui même viennent travailler de Nice. Nous avons déjà quand même un très 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 beau score. Parce que sachez quand même qu'en France, il n'y a que 4% de la population qui est en âge de donner qui donne son sang. Nous, on est un petit peu plus. Donc déjà, on ne va pas culpabiliser, mais par contre, au contraire, ce que je veux dire, c'est justement, il faut encore aller plus loin, il faut essayer encore d'améliorer ce score qui est déjà très beau. Justement, pour rassurer les gens, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que
On peut dire que vous avez besoin de jeunes donneurs, de nouveaux donneurs de sang. Oui, oui. Ça, c'est, je pense, peut-être le message le plus capital à faire passer. C'est que nous avons, comme dans le pays voisin, nous avons effectivement une population de donneurs qui est vieillissante. C'est-à-dire que nous avons la majeure partie de nos donneurs, ils sont au-delà de 45 ans. Il faut penser à ce qui va se passer il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voudrions que les donneurs de 18 ans commencent à faire leur premier don à 18 ans, s'aperçoivent que c'est facile à faire, que ça ne leur pose pas de problème. C'est à cet âge-là qu'on peut donner son sang. C'est à 18 ans, on est dans toute la force de l'âge. Donc il faut faire son premier don à 18 ans et ensuite continuer. Il faut arriver à capter cette population de jeunes donneurs et il faut surtout arriver à la fidéliser. Mais ça, c'est important. Et justement, quelles sont les recommandations pour ceux qui souhaiteraient venir donner leur sang? Est-ce qu'il y a des recommandations, des contre-indications, des régimes peut-être particuliers aussi à avoir? Alors, nous avons beaucoup de contre-indications qui sont à la fois pour la sécurité des donneurs eux-mêmes, mais également pour la sécurité des receveurs. Donc ça, ces contre-indications, il faut qu'elles soient d'emblée acceptées. Il n'y a pas, nous avons une législation qui est très stricte et qui est une législation, encore une fois, qui est destinée à protéger les donneurs et les receveurs. Donc, nous ne négocierons jamais sur ces contre-indications. Ça, c'est une évidence. Ces contre-indications, elles figurent sur la plupart des documents, en particulier sur le site du CHPG dans la rubrique don du sang. Ensuite, pas de précautions particulières, si ce n'est qu'il faut être bien évidemment en forme. Il faut avoir mangé, il faut avoir bu, c'est-à-dire que voilà, le don du sang, il faut être bien hydraté auparavant. Il faut préparer son organisme au don. Voilà. Sinon, effectivement, il y a des contre-indications liées à la chirurgie, liées au voyage. Il suffit de nous appeler. Si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas effectivement lire les documents ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, le mieux c'est de nous appeler. Nous vous répondrons toujours en permanence, bien sûr. Francis, on a accueilli ici pour remonter les forces avec des petits goûters pour faire plaisir. Ah oui, 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 nous essayons justement de satisfaire au moins d'avoir une collation qui soit très, très honorable. Et c'est le cas. Le centre hospitalier Princesse Grace, en particulier hier, nous fournit toujours une collation de très haute qualité. Je les remercie. Est-ce qu'on peut parler des lieux? Alors, on a ce centre, évidemment. Oui. Mais on a vu sur notre antenne récemment, les gens l'ont peut-être vu déjà dans Monaco circuler, le camion a subi aussi une belle rénovation. Quelles sont les fréquences? Comment est-ce qu'on s'y rend? Comment on peut savoir en fait, le site fixe ici, il est ouvert donc les mardis et les mercredis. Donc nos horaires là aussi figurent sur le site du CHPG. Et nous sommes dans un camion, donc dans ce qu'on appelle une unité mobile de prélèvement qui sillonne la principauté, exclusivement bien évidemment sur le territoire, pour aller au plus proche des personnes qui travaillent, pour leur faire perdre le moins de temps possible. Et là aussi, notre calendrier figure sur le site du CHPG. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Mais je vous en prie. Voici pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, un soleil franc tout au long de la journée, température de 7 à 14 degrés. Vendredi, retour des nuages, mais pas de menace de pluie. Le week-end s'annonce assez similaire avec une alternance de soleil et de nuages. Le mercure affichera une baisse assez nette l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Monaco Info.